Une des premières erreurs que font les personnes hypersensibles, c'est d'avoir honte de leur singularité. En effet, une personne hypersensible ne fait pas partie du commun des mortels, nous sommes une minorité. Et cette minorité a souvent été montrée du doigt, notamment dans notre enfance, quand on nous a dit « ouais, mais tu pleures pas pour ça », ou « t'en fais tout un drame », ou « c'est 3 fois rien », ou etc. Ce genre de choses où on montrait du doigt, quelque part, la manière dont on réagissait, parce qu'en effet, quand on est hypersensible, eh bien, chaque émotion prend une amplitude assez extraordinaire et on peut se mettre à pleurer pour entre guillemets un rien qui n'est pas un rien pour nous, ou être ému par quelque chose où les gens passent et puis ouais, certes trouvent ça intéressant ou touchant, mais sans plus quoi. Et la personne hypersensible, elle va vivre de manière amplifiée. Et cette amplification n'est pas forcément comprise de la part des autres et souvent est montrée du doigt parce que c'est pris pour de la sensiblerie. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Encore que les deux peuvent s'entremêler. Mais l'hypersensibilité pour moi n'est pas la sensiblerie. L'hypersensibilité, c'est être connecté en profondeur au reste du monde, à l'univers, à la beauté des choses, à ce qui se joue émotionnellement entre les gens, au métalangage, bref, à tous ces points de détail que l'on peut voir chez les autres ou que l'on peut observer dans le monde. Cette captation de l'harmonie ou de la disharmonie qu'il y a autour de nous, c'est ça qui fait de nous des personnes hypersensibles. C'est pas la sensiblerie liée aux émotions, c'est cette connexion profonde. Et avoir honte de cette connexion profonde, bien finalement, c'est presque avoir honte d'aimer. Alors c'est vrai qu'on a été montré du doigt pendant très longtemps, probablement pendant toute notre enfance, notre adolescence aussi, à ne pas avoir été compris par le reste de notre entourage, à avoir été chassé, montré du doigt, pourquoi pas harcelé aussi. Bien évidemment, ça fait partie du passé de la jeunesse des hypersensibles, parce que les jeunes d'entre eux sont particulièrement, on va dire, cruels. Et quand on est hypersensible et qu'on est jeune, et notamment quand on passe par l'adolescence, eh bien c'est difficile de se faire accepter de son entourage avec cette hypersensibilité. Donc cette hypersensibilité, on a appris à en avoir honte, et on maintient cette honte à l'âge adulte, alors que les personnes hypersensibles peuvent apporter des choses extraordinaires dans le monde. Les créateurs, les artistes, les musiciens, les danseurs, toutes ces personnes qui sentent la connexion à l'harmonie et qui vibrent cette harmonie dans le monde sont des personnes douées d'une sensibilité profonde. On ne peut pas créer quelque chose d'harmonieux si on n'a pas le sens de l'harmonie en soi et le sens de l'harmonie du monde. Et donc avoir honte de son hypersensibilité, c'est malheureusement une des premières erreurs que font les hypersensibles, plutôt que de constater la force que ça peut leur donner pour être dans le monde. La deuxième erreur que font la plupart des personnes hypersensibles, et peut-être que c'est votre cas, c'est d'essayer de contenir leurs émotions. Contenir leurs émotions parce que ils veulent pas être jugés en public. Et le problème du jugement, eh bien, c'est que on s'empêche d'être vivant, donc on s'empêche d'être en harmonie avec soi-même. Et c'est une erreur fondamentale parce qu'une émotion, si elle est trop contenue, après on va la somatiser et elle peut être dangereuse. Alors oui, bien sûr, c'est débordant. Oui, bien sûr, l'entourage peut ne pas comprendre. Mais éventuellement, moi, le conseil que j'aurais envie de vous donner, c'est prévenez votre entourage que émotionnellement, ça vous chamboule, mais que c'est pas grave, que vous allez vous en remettre et que la personne n'a pas besoin de se sentir concernée et que vous allez pouvoir gérer ça tranquillement tout seul dans votre coin ou en laissant couler l'émotion à travers vous parce que c'est votre façon de faire avec vos émotions. Et même si ça prend beaucoup d'amplitude, dédramatiser la perception de l'autre parce que les gens ne sont pas habitués à avoir des effluves émotionnels et on croit qu'on n'a pas le droit à nos émotions dans le monde. Or, rien n'est moins vrai. Si on n'a pas d'émotions, l'humanité, la vie humaine n'a aucun sens en fait. C'est ce qui fait de nous des humains et pas des machines. Donc vouloir contenir trop fort ses émotions, c'est vouloir s'empêcher de vibrer ce qui vibre à l'intérieur de soi. Et finalement, c'est essayer de se conformer à un rôle social qui crée un décalage entre ce qu'on a en profondeur en soi, ce qui vibre en nous, et ce qu'on affiche au reste du monde. Et ce masque social, cette couche de personnalité qu'on rajoute, eh bien, nous décentre de nous-mêmes, nous empêche de nous exprimer pleinement, nous empêche d'accueillir aussi nos propres émotions parce qu'on les juge. Et en jugeant nos émotions, eh bien, on refuse de les mettre dans le monde. Or, si on les ressent, c'est qu'elles ont un sens. Après, est-ce qu'il est possible de diminuer cette amplitude ? Eh bien, ça peut se travailler sous forme de développement d'intelligence émotionnelle, bien sûr. Pour autant, l'idée n'est pas de les contenir, mais de les laisser vivre en soi. Parce que si on essaye de contenir ce qui vibre en soi, eh bien, à force de vouloir le contenir, ça va exploser. Ça peut donner suite à des dépressions, ça peut donner suite à du burn-out, ça peut donner suite à de l'isolement, à de la déprime, à un bunker émotionnel aussi. Et ce renfermement sur soi, parce qu'on a l'impression que personne ne nous comprendra et tout le monde nous jugera, va faire en sorte que dès l'instant où on va aller en société, eh bien, on va essayer de contenir ces émotions pour pouvoir être accepté. J'ai envie de vous dire que si les gens de votre entourage vous aiment vraiment, ils vous aimeront avec vos émotions.
Et tant pis pour eux si ça leur convient pas, ça veut dire que ils vous aiment pas vraiment pour qui vous êtes, mais pour ce personnage social que vous avez montré jusqu'à présent. Alors bien sûr, dit comme ça paraît facile. Pour autant, je sais que ça pose un véritable enjeu par rapport à son entourage. Parce que y a une partie de notre entourage, notre famille par exemple, qu'on n'a pas spécialement choisi, et avec lequel je ne vous conseillerais jamais de vous mettre en situation de rupture, parce que c'est aussi ce qui crée une forme de solidité, de repère social, de repère affectif aussi parfois, que ce soit dans le rejet ou dans l'acceptation, peu importe, je suis pas en train de dire qu'il faut être proche de sa famille, mais je suis en train simplement de dire que dans aucune de mes vidéos, je vous conseillerais de vous séparer de votre entourage, simplement essayez de faire en sorte que votre entourage puisse vous comprendre, donnez-leur le code pour décoder vos émotions, vos réactions émotionnelles, plutôt que d'avoir peur d'être jugé par eux et de vous empêcher de les vivre. C'est ça mon conseil. La troisième erreur que font la plupart des personnes hypersensibles, c'est d'avoir une foi inébranlable en leur ressenti. En effet, on a une connexion qui est particulière au monde et on a l'impression de sentir vraiment en profondeur les choses, vraiment avec tout ce qui est de l'ordre du métalangage, tout ce qui est de l'ordre du subtil, de l'indicible parfois, eh bien on a l'impression de capter l'intention de la personne au-delà de ce qu'elle est capable de dire. Et c'est vrai que ça fonctionne assez souvent, on a une intuition assez forte, on est très intuitif. Est-ce que cette intuition est fiable? Eh bien pas à 100%, et c'est là où à mon avis, se dissimule principalement l'erreur, c'est que majoritairement ce ressenti est juste, sauf quand on est impliqué émotionnellement, quand il y a une recherche de reconnaissance ou dans les relations amoureuses par exemple. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, en toute humilité bien sûr. Je crois que quand on est hypersensible, on capte beaucoup de choses et il y a des choses qu'on n'est pas capable de capter parce que justement, on a des émotions qui sont tellement intenses que parfois elles nous aveuglent. Et on fait confiance de manière aveugle et on aime de manière aveugle et on donne de manière aveugle. Et donc cet aveuglement dans notre élan de générosité, dans notre façon de nous connecter au monde, fait que parfois on passe à côté de certaines informations. Et quand on passe à côté de ces informations-là, alors qu'on est ému par quelque chose de vraiment de puissant, d'altruiste et de profond, eh bien, il y a une partie de l'information qui nous échappe. Et dans ces cas-là, eh bien, on a un ressenti qui parfois omet la réalité de l'autre. C'est-à-dire qu'on va ressentir des choses directement par rapport à la situation, sans forcément prendre en compte le contexte de l'autre, parce qu'à ce moment-là, on est particulièrement fatigué, par exemple, parce qu'à ce moment-là, on est à fleur de peau, parce qu'à ce moment-là, eh bien, ça concerne un sujet sur lequel on est particulièrement sensible, qui va mettre en résonance, par exemple, des failles de l'enfance, ou ce genre de choses. Et donc, avoir une foi inébranlable à 100% en son intuition, eh bien, moi, personnellement, ça m'a mis dans des situations assez compliquées. J'étais persuadé que j'étais au bon endroit, j'étais persuadé qu'il fallait absolument que je fasse ça, que j'avais parlé avec la personne parce qu'elle pouvait pas rester fâchée, ce genre de choses. Ça m'a attiré au final plus d'ennuis qu'autre chose. À chaque fois que j'ai fait appel à mon intuition, alors que moi j'étais déjà secoué par la situation. Quand je faisais appel à mon intuition et que j'étais serein, ça marchait très bien. Mais quand je faisais appel à mon intuition et que j'étais quelque part ébranlé par ce qui se passait, tout chose, enfin je trouve pas le mot, quand j'étais comment dire, bousculé, je crois que c'est ça le vrai mot. Quand j'étais bousculé par ce qui se passait autour de moi, quand ça générait une émotion chez moi toute particulière parce que ça venait mettre en résonance un vécu, eh bien là mon intuition était pas fiable du tout. Et donc même si j'essayais de faire confiance à mon ressenti à 100%, ça m'a amené à me fourvoyer dans des relations d'une toxicité phénoménale. Et d'ailleurs, c'est pas rare de trouver des personnes hypersensibles, alors qu'on pourrait croire qu'elles captent l'ensemble des choses de manière beaucoup plus profonde. Limite, elles peuvent scanner les gens et elles peuvent vraiment percevoir les choses, les tenants, les aboutissants des intentions des autres, les émotions des autres, les besoins des autres, le ressenti des autres. Mais si tout ce scan-là était fiable à 100%, eh bien, on ne se trouverait pas dans des relations toxiques. Or, il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui se retrouvent dans des relations toxiques. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si c'est votre cas aussi. Comme quoi, cette intuition ne peut pas être fiable à 100%, puisqu'il nous arrive, malgré ce côté intuitif, d'aller droit dans le mur dans des relations qui sont complètement dysfonctionnelles. Alors, certains diront, et c'est peut-être vrai, que oui, mais il y avait des signes, il y avait des red flags, mais j'ai pas voulu les entendre. Oui, mais parfois, il y a même notre intuition qui nous pousse à faire des choses qui sont complètement absurdes par rapport à notre équilibre personnel et qui vont faire en sorte qu'on va se mettre dans du sacrifice, qu'on va se mettre dans des situations pas possibles. Et ça, c'est parce qu'on a écouté notre intuition de dire « Non mais là, il faut que j'y aille, là ».
il faut que j'appelle la personne, ou alors il faut que j'aille la voir, et là on tombe sur ce qu'on n'avait pas envie de voir. Alors quelque part on peut se dire, est-ce que cette intuition était fiable? Oui, parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose d'important qui se jouait. Est-ce qu'on a eu raison de l'écouter? Non, peut-être pas, parce que ça nous a fait souffrir peut-être plus que ce qu'il faudrait, de tomber sur ce qu'on n'a pas envie de voir, typiquement rentrer chez soi et trouver son ou sa partenaire dans les bras de quelqu'un d'autre. Voilà. Oui, il y a du vécu. Bon, c'est pas grave, hein, on s'en remet, mais ouais, j'avais l'intuition qu'il fallait que j'aille voir la personne, qu'il fallait que j'appelle la personne, et en effet cette intuition s'est avérée juste, mais de l'avoir suivie trop aveuglément, ça m'a fait plus de mal que de bien au final. Et parfois notre intuition, surtout quand il s'agit de failles d'enfance, fonctionne à l'envers parfois, parce qu'on a tellement envie de croire que la personne est notre sauveur, que la personne est géniale, que la personne est magnifique, parce qu'on voit tout ce qu'elle a de magnifique, qu'on refuse de voir aussi ce qui pourrait être problématique ou toxique, et donc on refuse de croire en cette intuition qui nous envoie des signaux, on la tait, et on écoute notre intuition qui nous dit d'aller vers cette personne, comme quoi il y a quelque chose qui se joue, comme quoi il y a ouais mais non mais peut-être j'ai des doutes, mais là il faut que j'y aille, et cette intuition là elle est fragile, et j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne YouTube concernant l'intuition des hypersensibles, je vous invite à aller la regarder. Et parfois, en effet, cette intuition peut s'avérer dysfonctionnelle. Et c'est finalement là où c'est le plus gros problème, c'est que majoritairement, elle fonctionne parfaitement, mais de manière extraordinaire, on capte des choses hallucinantes, et parfois, et justement, vu que c'est pas souvent, on a du mal à y croire, mais parfois, elle nous emmène droit dans le mur. Donc voilà, ça c'est une autre erreur que font majoritairement les personnes hypersensibles, c'est de faire confiance à 100% à leur intuition. Une autre erreur, la quatrième, que font majoritairement les personnes hypersensibles, c'est lorsqu'elles rencontrent une personne dont elles estiment pouvoir avoir confiance, en qui elles estiment pouvoir avoir confiance, elles s'ouvrent totalement. Et cette ouverture, elle est totale, c'est-à-dire qu'elles arrivent à cœur ouvert dans la relation. Et notamment dans les relations amoureuses. Et ça peut poser problème parfois, parce que ça peut poser plusieurs formes de problèmes. Le premier problème, c'est que l'autre n'est pas forcément prêt ou prête à recevoir cette ouverture. Ça fait un tsunami d'émotions, un tsunami d'ouverture, et la personne n'est pas habituée à ça, et ça peut la déborder complètement et la faire fuir et lui faire peur, premièrement. Ensuite de ça, une personne qui a cœur ouvert, par rapport à l'autre personne qui aurait par exemple des carences, des manques affectifs et qui aurait des failles narcissiques, comme on appelle ça, va venir piocher dans notre cœur pour venir nourrir ses propres failles, et finalement on se voit pas le mal puisqu'on lui laisse faire, puisqu'on a ouvert notre cœur à 100%. Et elle en plus c'est inconscient, donc elle contrôle pas forcément grand chose, et donc elle va abuser de notre gentillesse, elle va abuser de notre bienveillance, elle va abuser de notre écoute, elle va abuser de notre présence, et ça va être à sens unique, et au bout d'un moment, nous, ça va nous fatiguer parce qu'on va se sentir vampirisé par ce type de personne. Mais c'est nous qui nous sommes ouverts à cœur ouvert, c'est-à-dire totalement, sans aucune limite. Pour autant, quand on est hypersensible, vivre une relation amoureuse ou amicale, où on ne s'ouvre pas complètement, où on met des barrières, où on fait semblant, où on ne dit pas les choses de manière authentique, ça ne nous intéresse pas. Parce que des relations de faux semblants, des relations où on joue des personnages sociaux, c'est gênant, parce que on n'échange pas grand-chose, et en tout cas, on ne se nourrit pas au niveau de son âme. Nous, ce qu'on aime quand on est hypersensible, c'est se connecter d'âme à âme, et donc de cœur à cœur. Donc on va chercher à ouvrir son cœur. Alors, il y a une façon d'apprendre comment ouvrir son cœur pour ne pas être en situation de danger. C'est-à-dire, sans forcément faire passer une batterie de tests non plus à la personne, parce que finalement, il y a certaines personnes qui vont prendre ça comme un challenge, et qui vont vouloir s'enorgueillir du fait de faire tomber les barrières, et une fois que la personne est à cœur ouvert, elles ont eu ce qu'elles voulaient, donc du coup, elles s'en vont, et nous, on se retrouve là, le bec dans l'eau, en se disant « Mais pour autant, j'ai cru que c'était la bonne personne, parce que ça avait rempli tous les tests !» Oui, mais non, en fait. Faire passer des tests, ça ne marche pas. En revanche, rentrer dans la relation en ayant cette envie d'honnêteté et en essayant de circoncire les domaines dans lesquels cette honnêteté est possible. Et en effet, cette honnêteté peut être à 100%, mais peut-être pas dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on peut s'ouvrir complètement dans un domaine particulier et pas dans un autre. On peut ouvrir, par exemple, son domaine amical, mais pas son domaine sexuel. On peut ouvrir le domaine, de l'écoute, mais pas forcément sa présence financière, etc., etc. On n'est pas obligé d'être à 100% dans tous les domaines. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas authentique, ça veut dire qu'on va estimer dans la rencontre à quel endroit est-ce que la personne est digne finalement de cette ouverture de cœur, et à quel endroit est-ce que ces failles narcissiques sont présentes. Et nous, comme on est hypersensible, on devrait pouvoir sentir ces petits warnings, ces petites « attention, là il y a une faille narcissique, là il y a une faille narcissique ». Encore faut-il avoir
avoir appris à décoder les siennes, parce qu'on ne peut pas faire quelque chose vis-à-vis de l'autre qu'on n'a pas appris à faire vis-à-vis de soi. C'est comme quand on travaille sur ses peurs et sur ses angoisses. Si on ne l'a pas fait, c'est très difficile d'accompagner quelqu'un qui est en situation de peur ou en situation d'angoisse, parce que ça va nous mettre en résonance. Donc tant que vous n'avez pas travaillé sur vos propres failles, vos carences d'enfance par exemple, eh bien ça va être difficile de vous ouvrir à l'autre en segmentant les sujets où l'autre, finalement, sera plus toxique qu'autre chose dans ce domaine-là, mais pas toxique tout court. Et oui, et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez pouvoir profiter pleinement et à cœur ouvert de quasiment toutes les personnes de votre entourage dans des domaines limités. Mais dans ces domaines-là, ça peut être à cœur ouvert. Simplement, le problème, c'est à cœur ouvert dans tous les domaines. Et là, en effet, c'est la porte ouverte à tous les abus. C'est un petit peu comme si vous laissiez votre porte de chez vous ouverte et votre frigo ouvert en permanence et que tout le monde venait se servir sans jamais financer quoi que ce soit. C'est open bar. Bah ouais, allez-y, de toute façon, je mets pas de limite, je suis à cœur ouvert avec tout le monde, tout le temps. Ouais, mais ceux qui sont en situation de manque, ceux qui n'ont pas suffisamment, ceux qui n'ont pas appris à mobiliser leurs ressources pour essayer de contribuer au monde aussi, se sentent en situation de manque, et cette conscience de manque, cette conscience de pauvreté s'observe énormément dans le monde aujourd'hui. On vit dans un monde où il y a abondance, mais d'énormément de choses et de partout, et on vit dans une conscience de pauvreté. Alors quand je dis de partout, c'est de manière mesurée, hein. Je sais très bien que le monde est injuste et qu'il y a des zones du monde dans lesquelles l'abondance n'est pas la même que dans la nôtre. J'en ai bien conscience. Simplement, on nous fait croire qu'on est dans une situation de manque depuis notre plus tendre enfance parce qu'on a des carences affectives. Et tant qu'on ne travaille pas sur ces carences affectives, on a cette sensation de manque au fond de soi. Et c'est pour ça que les personnes hypersensibles ont envie d'apporter ce qui leur manque, c'est-à-dire cette générosité. Ils ont envie de mettre dans le monde ce qu'eux n'ont pas eu dans leur enfance. Sauf que la manière dont ils le font, c'est presque trop entier. Et en fait, les autres personnes ne peuvent pas comprendre et vont venir se servir parce que ouais, c'est gratuit, alors pourquoi est-ce que je me priverais? Mais pourquoi je dirais merci même d'ailleurs, tiens, c'est gratuit. Oh, ok. Et en fait, tout ce que nous, on veut apporter dans le monde, au lieu de l'apporter avec générosité, on a l'impression au final d'être spoilé et on a l'impression d'une énorme ingratitude de la part des autres. Je ne sais pas si c'est un sentiment que vous avez déjà ressenti, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si c'est le cas. Et cette sensation d'ingratitude, en fait, vient du fait qu'il n'y a aucun challenge pour la personne pour venir se servir. Elle vient se servir et puis c'est tout, c'est facile. La gratitude, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Alors peut-être que vous l'avez au plus profond de vous, vous avez l'impression que c'est inné, mais je peux vous assurer que c'est pas le cas. Et donc voilà, cette ouverture de cœur totale et entière, sans forcément... Alors, je dis pas ne pas s'ouvrir, c'est-à-dire se mettre à 0 d'ouverture ou se mettre à 50% d'ouverture parce que ça ne nous intéresse pas. Se mettre à 100% d'ouverture, oui, mais dans des domaines dans lesquels on sait qu'on peut faire confiance à la personne et pas forcément dans les autres. Et c'est super intéressant de voir dans quel domaine est-ce que la personne est digne de confiance et dans quel domaine est-ce que on va lui laisser faire son chemin, on va la laisser grandir, on va la laisser découvrir la gratitude et sortir de cette position de conscience de manque ou conscience de pauvreté pour ensuite pouvoir partager à cœur ouvert sans être dans une dynamique d'abus, sans être dans une relation toxique. Donc voilà, c'est une des erreurs aussi que majoritairement les gens font lorsqu'ils sont hypersensibles, c'est de s'ouvrir totalement et sans discernement des domaines dans lesquels elles peuvent s'ouvrir ou pas. Et enfin, la 5e et dernière erreur que je voulais vous présenter dans cette vidéo que font les personnes hypersensibles, c'est qu'elles recherchent un protecteur. Comment ça se fait? Lorsqu'on est hypersensible, on a l'impression d'être à fleur de peau. On a l'impression que le monde est trop agressif, il frotte trop fort en fait sur notre âme. Et donc on aurait besoin d'une couche de protection. Et on a du mal à mettre cette couche de protection sociale qui est la personnalité, qui est ce masque social, ce sourire que l'on peut avoir, ou cette façon condescendante parfois, ou ces conventions sociales, ces façons d'interagir, cette mascarade globale, clairement, parce qu'on n'est pas en train de parler d'âme à âme, on est en train de parler d'intérêt contre intérêt, on est en train de parler d'argument contre argument, on est dans le mental, on est dans le besoin, on est dans le manque, toutes ces relations-là ne nous intéressent pas. Nous, on a envie d'être à cœur ouvert, comme je le disais juste avant. Et donc, forcément, quand on est à cœur ouvert, comme je le disais aussi juste avant, on est la proie à beaucoup de prédateurs parce qu'on n'a pas de défense, on n'a pas de carapace, on n'a pas la possibilité de se défendre soi. Et donc, on va attendre de quelqu'un qui soit cette couche à la place de nous-mêmes. C'est-à-dire, on va chercher un protecteur, on va chercher un sauveur, on va chercher quelqu'un qui va faire ce rempart entre le monde agressif,
le monde sale, le monde triste, le monde sombre, le monde rugueux du monde extérieur qui justement va chercher à abuser du plus faible, va chercher à argumenter, contre-argumenter, à tirer intérêt des relations, eh bien ces personnes-là, on ne sait pas s'en défendre, on ne sait pas s'en détacher. Et comme je disais, c'est comme si on était à fleur de peau et qu'on n'avait pas de peau. Ben, on aimerait que quelqu'un soit cette peau-là supplémentaire entre nous et le monde pour nous permettre de nous sentir bien et nous ouvrir pleinement et vivre et vibrer cet amour qu'on a en nous pleinement et totalement. Il se trouve que si on fait ça, eh bien, on vibre sans être dans l'incarnation parce que le monde extérieur, et aussi beau soit-il, avec les images que j'essaie de vous montrer, eh bien, reste parfois hostile et on a besoin de cette peau pour nous protéger des variations de température, pour nous protéger de la pluie, pour nous protéger de ce genre de choses et ça n'empêche pas ce qui est à l'intérieur de vibrer. Pour autant, quand on est en relation avec les autres, on aimerait ne pas avoir cette peau sociale parce qu'on la trouve fade. Alors on peut en effet en mettre une sans forcément faire en sorte qu'elle soit fade. On n'est pas obligé de rentrer dans les conventions sociales pour être capable d'avoir un gardien qui va faire en sorte que notre royaume intérieur eh bien, puisse être protégé des gens agressifs et ouvert aux gens bienveillants. Et de faire le tri finalement et d'apprendre à dire stop, d'apprendre à dire non, c'est quelque chose qui va nous permettre, en toute bienveillance bien sûr, qui va nous permettre de nous sentir protégés et d'arrêter de chercher un sauveur externe. À chaque fois que vous allez chercher un sauveur externe, vous allez tomber dans des relations de manipulation, vous allez tomber dans le triangle de Karpman. Parce que qui dit sauveur, dit victime, dit bourreau et dit triangle de Karpman. Bourreau, victime, sauveur, vous connaissez le triangle. Hein. Je l'imagine, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller chercher sur Internet. Vous trouverez sans aucun problème, ou dans votre bibliothèque pour changer d'Internet, pourquoi pas. Vous trouverez des ouvrages sur la notion du triangle de Karpman, qui était un disciple d'Eric Berne avec son analyse transactionnelle. Donc, tout ça pour dire que si vous cherchez un sauveur externe, eh bien cette personne va certes vous protéger du monde extérieur. Et ça peut marcher, voire même pendant de nombreuses années. Sauf qu'au bout d'un moment, cette protection va vous étouffer. Un peu comme une carapace trop petite. Et vous allez avoir envie de pousser contre les murs. Et c'est ce qui donne lieu à des divorces au bout d'un certain nombre d'années. Quand on a vécu dans un environnement familial agressif, eh bien... Le seul moyen légitime d'en sortir, c'est de construire un autre foyer familial avec une autre personne. Donc, quand on a vécu avec des parents qui étaient intrusifs, qui étaient agressifs, qui étaient rabaissants, etc., on a vite envie de partir avec une personne, de partir avec un conjoint ou une partenaire pour créer un nouveau foyer. Et à ce moment-là, eh bien, ça fait comme un rempart. C'est-à-dire que l'intrusion, vu qu'on ne fait plus partie du foyer de départ, eh bien, le regard intrusif des personnes de ce foyer-là n'ont plus lieu d'être. Et d'autant si on trouve une personne qui fait ce rempart, eh bien, ça va être cette protection entre nous et notre famille d'origine. Ça, c'est un schéma qu'on retrouve très souvent. Et cette protection qu'on recherche, au début, marche très bien. Et au bout d'un certain nombre d'années, en fait, elle nous étouffe. On a l'impression que la personne nous dit ce qu'on doit faire, nous dit comment on doit penser, nous dit choisit absolument tout pour tout le temps et nous fait presque du chantage affectif et on ne peut pas s'échapper parce qu'on est finalement le trésor qu'elle cherche à protéger, oui, mais du coup qu'elle cherche à contrôler aussi pour ne pas qu'il lui échappe. Et ça, c'est le revers de la médaille du sauveur ou du protecteur. C'est que le protecteur, s'il s'investit vraiment de ce rôle de protection, va vouloir faire en sorte à un moment donné que l'objet de sa protection, qui lui donne sa raison de vivre, ne lui échappe pas, parce que s'il lui échappe, il n'est plus protecteur de quoi que ce soit et donc son rôle s'écroule. Et le fait est qu'au bout d'un certain nombre d'années, ce protecteur se transforme en personne qui nous étouffe. Et on n'en peut plus, on a besoin de sortir, on a besoin de partir de là, on a besoin de vivre d'autres choses, on a besoin de se mettre à vibrer. Maintenant, peut-être aussi que le temps a passé et que nos blessures se sont peut-être réparées avec le temps, pourquoi pas, c'est possible. Ou en tout cas, qu'on se rend compte que d'être dans une bulle de protection ne nous aidera pas à grandir. Donc on a envie, on a une appétence pour aller vivre de nouvelles expériences à l'extérieur. Et donc dans ces cas-là, eh bien, ce protecteur, on s'en détache, on le rejette et probablement qu'il ne comprend pas parce que c'était son rôle et que maintenant c'est plus son rôle et il a l'impression d'être totalement inutile, de servir à rien, donc chantage affectif, donc nous on culpabilise, donc on reste, etc. etc. Vous connaissez probablement la rengaine. Et je pense que c'est en effet une erreur de chercher un protecteur. Je pense que c'est plus pertinent d'essayer de développer cette peau sans forcément parler du personnage social qui est faux, sans rentrer dans le faux semblant, en restant authentique, mais en étant capable de dire non à l'autre de manière bienveillante. C'est-à-dire que dire non à l'autre, ça veut dire se dire oui à soi. Et dire non à l'autre de manière ouverte, bienveillante, remettre à plus tard, par exemple, plutôt que d'un rejet total et d'avoir l'impression qu'on rejette l'autre, on peut rejeter la proposition de l'autre. On peut rejeter le moment où la personne nous propose les choses, dire que c'est adorable mais c'est pas le moment, par exemple. Il y a plein de façons de dire non qui vont faire en sorte que l'autre ne se sentira pas rejeté pour qui il est et qui seront tout à fait respectueuses. Et c'est quelque chose qui s'apprend en effet. Je pense que d'accepter l'idée d'incarner son propre gardien,
c'est quelque chose qui va vous faciliter les choses et vous harmoniser les choses dans les relations plus intimes et plus profondes, parce que vous ne compterez pas sur l'autre pour vous protéger, mais éventuellement vous pourrez demander de l'aide à l'autre pour vous indiquer comment vous protéger davantage, comment apprendre à vous protéger un petit peu mieux, et vous oserez passer à l'acte et vous protéger vous-même. Parce que si vous attendez de quelqu'un d'autre qui vous protège, malheureusement, cette personne prendra le pouvoir sur vous, aura de l'emprise sur vous, et vous rentrerez dans une relation toxique liée au triangle de Karpman.